On va maintenant explorer les menus en détail. C'est là qu'on va plonger vraiment dans le cœur de l'appareil photo. Et on a donc en premier lieu la qualité d'image, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente. Ça permet de choisir si on veut du RAW, du JPEG et la taille des fichiers. Ensuite, affichage du quadrillage dans le viseur. On peut l'activer ou le désactiver. Là, vous n'allez pas voir grand chose puisque ça se passe là à l'intérieur. Ça va vous afficher un petit quadrillage pour respecter la règle des tiers, en fait, tout simplement. Le niveau dans le viseur, ça va vous afficher un petit niveau qui va vous montrer justement si vous êtes bien aligné ou pas. Si vous voulez le voir, ça correspond à quelque chose de ce type-là. On a un petit peu moins joli, il y a moins de couleurs, mais c'est ça l'idée. Et quand vous êtes de travers, il va vous le montrer et vous verrez exactement. C'est assez précis quand vous êtes à niveau. Voilà, donc ça c'est bien pratique aussi. Le signal sonore. Alors, on a trois options, activer, désactiver, tactile. Quand on l'active, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton quelque part sur l'appareil photo, on a un petit bruit. Voilà. Et on a tactile avec un petit haut-parleur barré. Ça veut dire que cette fois-ci, on n'a plus de bruit quand on appuie dessus. Mais le seul bruit qui reste, c'est quand on fait la mise au point. On entend le bip bip. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que ça fait. Moi, personnellement, j'aime bien le désactiver. Déclenchement de l'obturateur sans carte. Vous pouvez choisir on ou off. Ça veut dire que si vous n'avez pas de carte dans votre appareil photo, vous pouvez décider de quand même prendre la photo, et la photo va s'afficher derrière sur votre petit écran, mais elle s'enregistrera nulle part. Moi personnellement, je préfère laisser sur off, comme ça si jamais un jour j'oublie de mettre ma carte SD dans l'appareil photo, je pourrais pas prendre de photo, et du coup je saurais que j'ai pas de carte SD, donc c'est un moyen de se le faire rappeler. Durée de revue, c'est la durée pendant laquelle la photo s'affiche après avoir pris la photo. Donc on peut mettre pas du tout si on veut économiser de la batterie. Et on peut aller jusqu'à maintien, où là ça va l'afficher indéfiniment jusqu'à ce que vous fassiez une demi-pression sur sur le déclencheur pour retirer l'affichage. Ensuite, dans le deuxième menu, on a correction des aberrations de l'objectif. Vous pouvez corriger le vignettage et les aberrations chromatiques. Vérifier que les données de correction sont disponibles. Alors là, c'est un objectif Canon, donc, et puis pas tout neuf en plus, donc il a tout à fait les informations qu'il faut. C'est peut-être que moi, mais j'ai en fait sur le Canon 1100D, EOS 1100D que j'avais avant, j'avais activé les corrections ici, et je les activais également dans Lightroom. Et je pense qu'en fait, il faisait le double des corrections à chaque fois, notamment pour le vignettage. Ça me semblait assez frappant, et parce que sur quasiment toutes mes photos, je faisais -5, -10 en vignettage, donc j'assombrissais les angles, et en fait, je faisais ça pour me retrouver avec des angles correctement exposés. Donc je pense que ça s'additionnait et que c'était pas que Lightroom ne reconnaissait pas que ça avait déjà été fait à l'intérieur de l'appareil photo. Et donc voilà, donc du coup maintenant je désactive et je ne l'ai fait que dans Lightroom. Contrôle du flash, alors là il y a pas mal de choses, je ne vais pas rentrer totalement dans le détail parce que moi-même j'utilise très peu le flash, mais voilà, émission d'éclair activée ou désactivée, ça c'est pour émettre une petite lumière avant votre flash qui va permettre de dilater la pupille, enfin voilà. Mesure ITTL2, donc TTL c'est through the lens, donc à travers l'objectif. Ça veut dire qu'en fait, il va émettre son petit flash, il va mesurer la lumière disponible, et ensuite il va décider de quelle est la puissance du flash qu'il veut utiliser. Donc voilà, c'est ça le through the lens, et donc il va utiliser un certain mode de mesure d'exposition, comme c'est le cas pour votre appareil photo. Donc voilà, vous pouvez choisir évaluative ou moyenne. Vitesse de synchronisation en mode priorité ouverture. Vous pouvez mettre automatique. Vous pouvez choisir automatique, mais dans une certaine gamme, ou fixe au maximum à un 250e. Les réglages du flash intégré. Alors en mode de flash, donc ITTL, donc ça c'est automatique entre guillemets, ou manuel, où là vous réglez vous-même la puissance du flash. Synchronisation premier rideau, deuxième rideau. Là j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'en gros, si par exemple vous faites une pause de, je dis n'importe quoi, 1 seconde, votre flash lui il va pas se déclencher, il va pas durer 1 seconde l'éclairage. Donc
Si vous faites une pause d'une seconde, votre flash peut se déclencher au début ou à la fin. Et il me semble que c'est ça, premier rideau, deuxième rideau. Si je dis des bêtises, corrigez-moi en dessous dans les commentaires. Correction d'exposition, comme on a vu dans le menu principal, on peut donc corriger l'exposition du flash si on se dit que la photo qu'on vient de faire est un peu trop exposée, ou à l'inverse, pas assez exposée. Et les fonctions sans fil, là il faut avoir des flashs sur la griffe, ou alors vous avez votre petit flash qui lui va... non, je pense que ça utilise des fonctions Wi-Fi en fait, et c'est les fonctions Wi-Fi qui vont déclencher des flashs. Ensuite, réglage de fonctionnement de flash externe, et là je ne peux pas l'utiliser vu que j'ai pas de flash monté sur la griffe, et là pareil pour les custom functions, je ne peux pas l'utiliser. Ensuite, les yeux rouges, activés, désactivés, donc vous pouvez l'activer. Si vous l'activez, la petite lumière ici, là, quand le flash est ouvert, vous allez avoir la petite lumière ici qui s'allume quand vous voulez prendre une photo dans un endroit sombre. Et ça va en fait empêcher les yeux rouges, tout simplement. Donc moi, je vais le désactiver. Verrouillage du miroir. Ça, c'est... on n'est plus du tout dans le flash, là. C'est quelque chose d'assez intéressant si vous faites de la photo de paysage. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Quand vous prenez une photo normale, on a le miroir qui se lève, le miroir qui se baisse. Et en fait, vous savez que quand on fait de la photo de paysage, notamment, on essaie d'avoir le moins de mouvement possible dans l'appareil. Donc on se met sur un trépied, on fait tous les réglages comme il faut pour qu'il y ait le moins de mouvement, pour que le piqué soit maximum. Et le mouvement du miroir, qui se lève et qui se baisse, peut engendrer une petite vibration finalement, et qui va dégrader le piqué de votre image. Donc si vous utilisez le verrouillage du miroir, voilà ce qui se passe. J'appuie une fois, le miroir est relevé. J'appuie une deuxième fois, la photo est prise. Donc ça divise le mouvement en deux, et vous allez avoir un mouvement de miroir en moins, qui va donc réduire les flous de bouger. Donc voilà. À n'utiliser que si vous êtes sur un trépied, évidemment. Correction d'exposition et auto exposure bracketing, donc ça on l'a déjà vu dans le menu principal. Réglage de sensibilité ISO, ça c'est un menu qui est assez important je pense. Donc là vous pouvez choisir la sensibilité ISO que vous voulez, mais c'est le même réglage que vous avez dans tous les autres menus, donc en général on le fait ailleurs. La plage ISO, vous pouvez choisir l'ISO minimum et l'ISO maximum que vous autorisez à utiliser. Donc moi j'ai mis jusqu'au max, pleine patate, 25600. Et ensuite, plage ISO automatique. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que si vous utilisez les ISO automatiques, c'est l'appareil photo qui va toujours essayer de sélectionner l'ISO le plus petit possible pour que vous ayez une photo nette. Si il sent que votre temps de pause est trop long par exemple, il va augmenter l'ISO pour pouvoir adapter le temps de pause pour que votre photo soit à peu près nette. Et donc à ce moment-là, vous définissez une plage d'ISO automatique. Et si par exemple vous considérez que vos photos elles sont inutilisables au-delà de 1600 ISO ou 800 ISO par exemple, vous dites que le maximum que j'autorise à l'appareil, que l'appareil peut utiliser pour ces réglages automatiques, c'est 800. C'est-à-dire que quand je ne fais pas attention et que je prends mes photos, au pire, j'aurai une photo ISO 800. Et moi, je sais que je peux encore largement les utiliser pour mon post-traitement, etc. Si jamais il a besoin d'aller au-delà, il va vous montrer, il va vous afficher le 800 qui clignote pour vous dire « Hey, attention, je peux pas aller dans les valeurs encore plus extrêmes. » Et là, moi, je sais qu'il faut que je prenne un trépied, etc. et pour garder des ISO corrects. Donc voilà, ça c'est assez utile. Et la vitesse d'obturation minimum, ça c'est ce que je vous disais justement, dans le mode, quand on met les ISO automatiques, l'appareil photo va sélectionner lui-même la vitesse d'obturation en fonction de la fameuse règle inverse, c'est-à-dire si vous avez une focale de 50 mm, il va essayer de se mettre à un 50e de seconde. Si vous avez une focale de 150 mm, il va essayer de se mettre à un 150e de seconde, etc. Et donc là, c'est la vitesse d'obturation. Vous définissez la vitesse d'obturation minimum que votre appareil photo doit avoir. Donc moi je laisse en automatique pour qu'il sélectionne en fonction de la focale, mais vous pouvez très bien dire, moi je veux minimum que ce soit un 250e parce que je veux que toutes mes photos soient nettes, etc. Donc voilà, c'est un menu qui est assez important je pense. Correction automatique de luminosité, ça on en a déjà parlé dans la vidéo sur le Quick Menu. En gros ce que ça fait, c'est que ça va récupérer du détail dans les ombres, un petit peu, dans vos JPEG. La balance des blancs, pareil, on en a déjà parlé dans le Quick Menu. Balance des blancs personnalisée.
Alors là, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous montrer un petit peu. Alors j'ai pas fait l'essai, donc on va essayer. On va essayer de se prendre une lumière bien pourrie, genre tungstène. On va prendre notre photo. Et forcément, comme je suis... attendez. Maintenant, il est resté en auto. Tungstène, ok. Voilà. Donc là, je prends ma photo. Ma photo, on voit bien que la balance des blancs est vraiment pourrie. Elle est toute bleue. Donc, c'est pas correct. Donc, si vous êtes dans un environnement où l'éclairage ambiant est difficile, si c'est, par exemple, en intérieur la nuit, ou bien si vous avez différents types de lumière qui rentrent en compétition les unes avec les autres, vous pouvez utiliser la balance des blancs personnelle. Et vous allez choisir, en fait, une zone de votre écran qui sera blanche. Donc l'idéal en fait c'est de prendre en photo une feuille blanche par exemple. Donc là je vais prendre en photo la table qui est toute blanche. Donc on va se mettre comme ça. Voilà. Alors essayez. Ah oui, j'étais encore en miroir je crois. Bon, bref, j'ai pris ça pour dire ça c'est blanc. Blanc ou gris, c'est et ce sera à l'appareil photo de dire que de trouver en fait la température de couleur qui correspond. Donc là, je dis utiliser les données de balance des blancs de cette image. Ok. Et en fait, je vous ai dit une bêtise parce qu'en fait, il va utiliser lui la température qui a été utilisée pour une image précédente. Donc en fait, vous prenez des photos. Je me suis trompé. Vous prenez, par exemple, vous êtes en balance des blancs automatique, disons. Voilà. À chaque fois, j'oublie de faire OK. Voilà, vous prenez la balance des blancs automatique. Et vous vous dites, par exemple, sur cette photo, oui, la balance des blancs, elle est correcte, elle me va bien, mais je veux garder absolument la même balance des blancs pour tout le reste de mes photos. Donc à ce moment-là, vous allez dans balance des blancs personnalisée, et vous faites 7 pour dire, je veux cette balance des blancs, et il va vous garder cette balance des blancs pour toutes les photos qui suivent. Voilà. Ensuite, ça on l'a vu aussi dans le menu Q, donc c'est pour peaufiner la balance des blancs vers le rouge, vers le bleu, etc. On peut même faire du bracketing. Et l'espace de couleur sRGB ou Adobe RGB, donc ça c'est les choses qui commencent à vous intéresser si vous plongez vraiment profondément dans tout ce qui est impression, tout ce qui est fidélité des couleurs à l'écran, etc. Donc c'est vraiment très très complexe, et si vous savez ce que c'est, vous savez probablement lequel vous voulez choisir aussi. Donc si vous ne savez pas, vous laissez sur sRGB. Ensuite, on a ici donc le quatrième et dernier menu pour les prises de vue. Style d'image. Donc ça c'est pareil, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. On va le laisser en auto pour l'instant. Réduction de bruit pour les expositions longues. Vous pouvez choisir off, auto ou on. Moi je le laisse sur off parce que je préfère faire la réduction de bruit sur l'ordinateur ensuite. Réduction de bruit en ISO élevé, ça c'est la même chose. Quand vous faites une photo avec 6400, 12800 ISO, vous allez avoir du bruit sur votre photo. Et il peut réduire le bruit à l'intérieur de l'appareil photo. Mais moi je préfère le faire en logiciel aussi, comme ça j'ai plus de contrôle dessus. Une fonction qui est intéressante, vous voyez ici, c'est celle à laquelle je ne peux pas accéder ici, mais on va la tester quand même. Alors, je ne peux pas y accéder parce qu'en fait, je suis en qualité d'image RAW plus JPEG, et c'est le RAW qui nous embête. Il faut être en JPEG pour cette fonction-là. Et c'est la même chose pour le mode HDR qui était désactivé ici aussi. Donc, on va aller voir réduction de bruit en ISO élevé, et cette fois-ci, on peut activer la réduction de bruit multivue. Donc, on va faire OK. Et je vais vous montrer d'abord, en faisant off, ce que ça donne. On va sélectionner un ISO à 12800 par exemple. Et on va prendre une photo. Voilà. Et quand on regarde la photo et qu'on zoome dessus, on voit qu'il y a du bruit. Beaucoup de bruit. Cette fois-ci, on va sélectionner réduction de bruit ISO élevé, multivue. OK. Et cette fois-ci, on va se mettre en mode rafale, je conseille ça plutôt, parce qu'il va prendre 4 photos, et donc on va essayer de ne pas bouger entre les photos. Voilà, il prend 4 photos et ensuite il travaille. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va combiner ces photos et il va faire une espèce de moyenne, parce que le bruit bouge
sur votre image. Donc lui, il va analyser les points qui bougent et il va les supprimer, les lisser en quelque sorte. Et donc ça va vous faire une photo. Donc là, j'ai toujours pris une photo à 12800 ISO. Hein, je vous remonte la précédente pour que vous ayez une idée. Donc voilà, ça c'est la photo à 12800 ISO bien bruitée. Et ça, c'est la photo à 12800 ISO avec la réduction de bruit. Et vous voyez que c'est vraiment il y a vraiment une grosse différence. On a presque plus de bruit, c'est équivalent, je pense, de si on était à 400 ISO ou 800 ISO peut-être. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Le seul souci, c'est que comme vous prenez plusieurs vues, il faut que vous ayez un sujet qui ne bouge pas. Voilà, ça c'est la seule contrainte. Mais ça peut être très intéressant pour des photos en intérieur si vous voulez les faire à main levée. Je pense quand même que sur un trépied, c'est encore mieux. Ensuite, on va remettre un ISO normal, en automatique, voilà. Ensuite, on a la priorité haute lumière. Alors ça, c'est un petit peu comme la correction automatique de luminosité, sauf que cette fois-ci, c'est l'inverse. Il va essayer de récupérer un petit peu de détails dans les hautes lumières. Moi, je le désactive parce que c'est pareil, ça marche essentiellement sur le JPEG et le gain est vraiment très très faible, donc je préfère le désactiver. L'effacement des poussières, ça c'est un système dont on n'a peut-être plus trop besoin sur ce type d'appareil parce que l'écran, pas l'écran, mais le capteur se nettoie tout seul. Si j'éteins l'appareil photo, vous voyez, il est marqué nettoyage du capteur. En fait, il va secouer un petit peu le capteur pour faire tomber les poussières. Et sinon, on peut toujours nettoyer avec un petit kit de nettoyage. Mais ce système-là, en fait, il va supprimer les poussières de manière logicielle. C'est-à-dire que vous allez prendre une photo de quelque chose de tout à fait blanc avec certains paramètres. Et lui va donc repérer les poussières qu'il y a sur le capteur à ce moment-là. Et il va ensuite les retirer de toutes les photos que vous allez prendre par la suite. Donc bon, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Voilà, il a pris sa photo. Elle me dit pressez le déclencheur à fond quand vous êtes prêt. Normalement ça va pas marcher, voilà, parce que j'ai pas devant moi une zone toute blanche, voilà. Donc il faut avoir une zone tout à fait uniforme pour faire ça. Exposition multiple. Alors exposition multiple, c'est un petit peu, certains peuvent dire que c'est un peu un gadget, certains font des chouettes photos avec. C'est qu'en fait vous allez prendre deux photos, ou plus que deux photos, et l'appareil va les combiner ensuite entre elles pour faire une seule photo. Et l'intérêt souvent c'est de faire, ça crée des espèces de transparence. Donc je ne vais pas vous le faire en live parce que j'en ai déjà fait avant, je vais vous montrer le résultat seulement. Donc on peut désactiver ou activer. Ici on peut choisir sans gain ou avec gain, je vais vous montrer ce que ça fait comme différence. Le nombre d'expositions, 2, 3, 4, 5, voilà, on peut choisir combien on veut de photos. Et ici, compte, je ne sais pas ce que c'est, expo multiple, donc en continu en fait, expo multiple en continu. Là on peut mettre une photo ou en continu. Si on met une photo, ça veut dire que si on l'active, il va faire donc ces deux prises de vue pour une photo et ensuite il va se désactiver automatiquement. Si vous le laissez en continu, il va rester activé jusqu'à ce que vous retourniez dans le menu et que vous le désactiviez. Voilà. Donc alors, on va retourner voir. Ça c'est tous nos tests. Voilà. Donc là vous voyez, j'en ai fait une où j'ai pris la vue là devant, puis je me suis pris moi en photo et il va venir assembler un petit peu les deux. Et la deuxième, je l'ai faite avec gain et en fait j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus essayé de... Je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Dans le manuel on trouve pas de trace de cette fonction là, du avec gain ou sans gain. Probablement qu'il il joue différemment en tout cas sur les niveaux d'exposition des deux. Voilà. Et ensuite, vous avez le mode HDR. Donc HDR, c'est High Dynamic Range. C'est pour combiner plusieurs photos pour cette fois-ci récupérer du détail dans les ombres et du détail dans les hautes lumières. Typiquement, la scène qu'on prend en photo depuis le début, on va se remettre en une seule vue. Cette scène qu'on prend là en photo, elle est assez complexe parce que vous voyez toutes les parties qui clignotent, c'est des blancs qui sont cramés. Et on a aussi du noir ici, et donc... on a potentiellement des parties bouchées et cramées dans la même photo. Et donc c'est justement une photo à grande plage dynamique. Donc qui peut être intéressante pour faire du HDR. Donc on va essayer ça. On se met en mode HDR. On va l'activer. On peut faire automatique. Plus ou moins un IL, un indice de luminosité, ou un stop. 2 stops ou 3 stops. On va le faire en automatique.
HDR en continu pour une photo ou pour toutes les photos, donc c'est comme la fonction d'avant. Si on le laisse en continu, ça va le faire constamment. Si on le fait une photo, ça va le faire une fois. Alignement automatique de l'image, on peut l'activer, désactiver. Vaut mieux l'activer, je pense, sauf vraiment si vous êtes sur un trépied et là vous le désactivez. Mais si vous prenez à main levée, laissez-le activer parce qu'en fait, si vous bougez entre deux photos, il va lui réaligner et ça évitera d'avoir des images un peu fantômes. Donc, on va reprendre la même photo et cette fois-ci, voilà, il a pris 3 prises de vue avec des temps d'exposition différentes et là, il est en train de combiner les photos et il va en créer un JPEG HDR. Et donc vous voyez que cette fois-ci, on n'a plus rien qui clignote. On commence à voir le détail là-bas derrière. Hop, vous voyez, on voit le détail dans la maison là-bas. Donc ça c'est la partie fortement claire. Là, il a baissé la luminosité là-dedans. Et on voit quand même que le siège est resté, le fauteuil est resté gris. Donc ça marche plutôt bien. Et je pense que je vais utiliser cette fonction-là. Habituellement, j'aime bien faire plutôt les choses sur l'ordinateur. Mais j'ai déjà essayé pas mal de fois à faire du HDR sur l'ordinateur. Du HDR qui est réaliste, hein, pas un truc où ça fait du dégueulis de couleurs dans tous les sens, voilà. Et j'ai beaucoup de mal à arriver à faire quelque chose de réaliste qui me convienne. Et en général, j'abandonne très vite. Donc là, le résultat est plutôt pas mal. Alors certes, on a un JPEG, mais on peut tout à fait retoucher des JPEG dans Lightroom. Et je pense que ça peut être intéressant. Surtout comme on a une image HDR, on n'a plus besoin d'aller rehausser les ombres et diminuer les hautes lumières qui sont justement les gros intérêts du RAW par rapport au JPEG. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal et c'est une fonction que je vais utiliser. Voilà, on a fini le tour de ces 4 premiers menus, des menus de prise de vue photo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour continuer à explorer les autres menus de votre appareil photo. Allez, ciao!